RTS. Il me met une énorme baffe qui me déboussole. Et là, je comprends en fait que ça allait beaucoup trop loin. Donc, je vais me cacher dans un coin de l'appartement et je pleure pendant des heures. Et malgré le fait que ça a complètement dépassé ma limite, je reste encore et encore. La seule chose qui m'a permis de m'en aller, en fait, c'était d'avoir quelqu'un d'autre derrière. Parce que j'ai tellement peur d'être seule que j'attends d'avoir une autre branche sur laquelle sauter pour me sécuriser. Mia est dingue. Est-ce que vous êtes dingue? Est-ce qu'on n'est pas tous plus ou moins dingues? Là, il faut tout de suite mettre les choses au point. Ça n'est pas parce que Mia est victime de violences domestiques qu'elle est dingue, mais parce qu'elle estime souffrir de dépendance affective. Et la dépendance affective, c'est justement le sujet de cet épisode. Je m'appelle Adrien Zerbini, je suis journaliste scientifique plus ou moins dingue et plus ou moins shooté à l'affection. Vous êtes peut-être en train de vous poser une question. Est-ce que la dépendance affective est une pathologie, un trouble psychiatrique reconnu? La réponse est non. En fait, nous, les humains, nous sommes tous, à l'origine, dépendants de l'affection de nos parents ou de celui ou celle qui prend soin de nous dès notre naissance. À l'origine, notre survie en dépend. Et puis nous grandissons, nous devenons plus ou moins autonomes et donc cette dépendance se réduit. Mais en tant qu'animaux sociaux, la plupart d'entre nous avons besoin d'affection pour mener une vie épanouie. Ok, donc tu viens de faire l'épisode le plus court de l'histoire de dingue. La dépendance affective n'est pas un problème. On se retrouve pour le prochain épisode, c'est ça? Non, ça c'était juste pour expliquer que le sujet de la dépendance affective était vraiment à comprendre dans la perspective du continuum. Nous sommes tous plus ou moins dépendants de l'affection d'autrui et ça ne devient un problème que lorsque cette dépendance est source de souffrance. C'est clairement le cas de celle que nous allons appeler Mia. C'est un prénom d'emprunt. On est en été 2017, j'ai 20 ans et je suis partie dans le sud de la France avec mon copain. On est à Saint-Raphaël, dans l'appartement de ses grands-parents. C'est hyper tendu avec lui depuis déjà 2 ans. C'est quelqu'un qui est de nature assez violente et souvent on s'engueule. Et j'ai déjà toléré beaucoup, j'ai déjà failli partir plusieurs fois. Et là, je décide un peu de me rebeller, donc je lui dis que je veux rentrer et que j'ai besoin d'un moment pour être seule, donc j'essaye de partir. Je tente de passer par-dessus le balcon. On est au rez, j'allais pas tomber dans le vide. Et il me rattrape, il me jette dans l'appartement. Et là, il me cale dans le canapé et il m'étrangle. Et j'ai tenté de réagir, donc je lui en colle une. Ensuite, lui, il me met une énorme baffe qui me déboussole. Et là, je comprends en fait que ça allait beaucoup trop loin. Donc, je vais me cacher dans un coin de l'appartement et je pleure pendant des heures. Et malgré le fait que ça a complètement dépassé ma limite, je reste encore et encore. La seule chose qui m'a permis de m'en aller, en fait, c'était d'avoir quelqu'un d'autre derrière. Parce que j'ai tellement peur d'être seule que j'attends d'avoir une autre branche sur laquelle sauter pour me sécuriser. Malheureusement, l'histoire se répète avec son compagnon suivant. Mais elle ne se répète pas de la même manière. Cette fois-ci, c'est un problème de négligence plutôt que de violence. Soit il était sur son téléphone, soit il lisait. Quand j'essayais d'avoir des échanges standards avec lui, il m'écoutait pas, il me parlait pas. Il me fuyait en fait énormément à travers ses lectures ou à travers ses jeux. Même quand on était au restaurant, on pouvait passer 2 heures sans se parler. Et vraiment, même physiquement, pas d'affection, rien. Il y avait aucun témoignage d'amour. J'étais vraiment privée d'affection pendant ce moment-là, en fait. J'ai vraiment ressenti comme si on m'avait privée d'eau, en fait. Et pourtant, malgré cette relation qui semble très asymétrique, Mia ne fuit pas. Pour une raison assez simple. La peur de l'abandon, énormément. Là, c'était énormément ça. Je me sentais complètement abandonnée, en fait, par cette personne, de par sa négligence. Donc, paradoxe, Mia se sent abandonnée dans sa relation, mais elle n'y met pas fin à cause de cette peur de l'abandon. Et dans sa relation précédente... Je dirais que c'est aussi la peur de l'abandon, le dénominateur commun. Parce que si je me suis pas extraite de cette relation-là, c'est parce que j'avais peur d'être seule. Et quelque part aussi de me sentir abandonnée par cette personne. Un autre point qui est commun à ces 2 relations, Mia l'a très bien dit en une phrase. Et malgré le fait que ça a complètement dépassé ma limite, je reste encore et encore et encore et encore et encore.
Je trouve hyper pertinent cette idée de limite. On a tous dans notre esprit, et même si on ne se le formule pas clairement, un cadre que l'on considère comme étant celui d'une relation normale. Chaque fois, je dépassais mes limites et je me décentrais de moi. J'étais capable de me modeler à l'autre pour rester avec l'autre. Ça devenait un amour toxique, en fait. Et comme il y a ce chaque fois dans l'explication de Mia, je me suis demandé si elle avait une interprétation à donner à cette récurrence. Pourquoi ses compagnons dépassent systématiquement ses limites ? C'est une question intéressante et je me suis rendu compte qu'énormément de fois dans ma vie, je me suis retrouvée dans les mêmes situations, toujours face à la violence, toujours face à des gens qui me négligeaient d'une quelconque manière. Après, voilà, c'est ma perception et c'est mon analyse à moi, mais je me suis toujours dit que si je rencontre toujours les mêmes personnes, c'est parce que je dois travailler sur cette blessure de l'abandon. Et tant que j'aurai pas réglé ce problème-là, je serai toujours confrontée à ça. Et donc, forcément, parce que j'ai une blessure de l'abandon, pour moi, dépendance affective découle de ça. J'ai pas eu mon père pendant une grosse période de ma vie, donc ça a créé, je pense, à partir de là, la blessure. J'ai un peu mis des couches de pansement par-dessus cette blessure à travers les relations. Mais elle est toujours là, en fait. Et je recherche en permanence à combler ce vide affectif, justement, à travers les relations. Donc pour moi, il y a un peu tout qui est lié. C'est très intéressant. Et comme l'a dit Mia, c'est sa perception, c'est son analyse à elle. Et c'est comme ça qu'elle donne du sens à sa peur viscérale de l'abandon. Mia m'a également expliqué qu'elle a reçu un diagnostic de trouble de la personnalité borderline, le TPB. Et la peur de l'abandon, on le sait, est un symptôme très fréquent dans le TPB. D'ailleurs, c'est aussi un symptôme très fréquent dans le trouble de la personnalité dépendante, le TPD. En fait, la peur de l'abandon, c'est le gros point commun de ces deux troubles, qui, d'ailleurs, souvent coexistent chez la même personne. Si je vous dis tout ça, c'est qu'on va y revenir un peu plus tard dans l'épisode. Mais précisons une chose. Mia avait répondu à notre appel de recherche de témoins sur la dépendance affective sans que nous ayons évoqué son TPB. Et disons-le aussi clairement, la dépendance affective ne concerne pas uniquement les personnes ayant un trouble de la personnalité. On éclaircira tout ça un peu plus tard. Et puis si vous remontez l'historique des épisodes de Dingue, vous trouverez un épisode consacré au trouble borderline. Donc si vous voulez en savoir plus, il est à votre disposition. Revenons à Mia. Moi, à ce stade, je me dis quand même qu'elle n'a pas eu de bol dans ces histoires d'amour. Et si elle était juste mal tombée ? Les gens avec qui j'ai le plus croché dans mes relations amoureuses, c'est des gens avec qui j'avais des résonances. Quand on a des blessures comme ça, on va forcément attirer les gens qui résonnent avec ces blessures-là. Donc systématiquement, ça revient dans mes relations. Mais on n'a pas tous les mêmes blessures et forcément qu'on va pas systématiquement attirer des gens toxiques. Je pense qu'il y a des gens qui sont épargnés de ça quand même. Donc, pour Mia, ça n'a rien à voir avec la malchance. Ce serait plutôt une histoire de résonance. Comme les notes d'un accord de musique, elle entre en résonance avec des personnes qui sont dans les harmoniques de sa dépendance affective. Maintenant, je vais essayer d'adopter une perspective différente. Si votre partenaire vous envoie des signaux laissant entendre qu'il ou elle dépend de votre affection, ça peut vous offrir une opportunité, une sorte de marge de manœuvre pour exercer un pouvoir. Ça peut conduire à développer une relation asymétrique où vous pensez, consciemment ou pas, peu importe mes actions, elle ou il restera avec moi. Alors attention, je cherche vraiment pas à excuser les violences subies par Mia, mais juste à comprendre la dynamique. Et à vrai dire, je crois que j'ai besoin d'un peu d'aide pour y voir clair. Un professeur de psychologie, par exemple ? Dans la dépendance affective, on est dans le registre humain tout à fait quotidien, normal, de la relation. Martin Desbanais est professeur à l'Université de Genève et au University College de Londres. Dans une relation, dès qu'il y a de l'affect, dès qu'il y a une réciprocité dans l'affect, il y a une forme de besoin affectif qu'on va satisfaire et pour lequel aussi on va contribuer à satisfaire la personne avec qui on est en relation. Ça, c'est hyper éclairant, je trouve. Déjà, ce mot de réciprocité qui me paraît central. J'ai un besoin affectif, tu as un besoin affectif. Notre relation permet de répondre en symétrie à ce besoin. Donc la dépendance affective est une modalité relationnelle. Elle permet la relation, elle communique en fait à l'autre qu'on est prêt à mettre un peu de soi pour être en relation. Et en même temps, elle peut être parfois exagérée avec un vécu, un sentiment ou des schémas relationnels où la personne sent qu'il ne peut pas vivre sans l'autre, sans l'amour de l'autre. Alors là, on est dans quelque chose qui va amener beaucoup plus de souffrance.
Donc, dans le continuum de nos dépendances affectives, ce qui permet de comprendre où se situe la pathologie, c'est ce mot de souffrance, qu'on avait déjà d'ailleurs repéré au début de l'épisode. Mais cette souffrance, on peut la mettre en lien avec une relation asymétrique, où il n'y a pas de réciprocité. Et puis, il y a un autre point sensible, ce que Martin Debanné appelle le manque d'autonomie émotionnelle. L'individu s'estime comme étant insuffisant et incomplet, et perçoit l'autre comme étant la source de ce qui va le compléter. Le déséquilibre vient de là. Il vient non pas de l'autre, il vient de la relation à soi, comme étant quelqu'un peut-être dans une forme de manque d'autonomie émotionnelle. Oh Jennifer, sans toi je ne suis rien. Moins que rien, une miette, une crotte. Oh Steven, quand tu me regardes, je me sens enfin devenir moi-même. Ne me quitte pas. Laisse-moi devenir l'ombre de ton chien, l'ombre de tes mains. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que dans la culture populaire, ce manque d'autonomie relationnelle est plutôt vu comme un truc glamour. C'est peut-être comme les histoires de princes charmants, ce sont des schémas, disons, questionnables. Une personne souffrant de dépendance affective cherche à s'assurer et encore à se réassurer par rapport à l'idée d'être aimable, d'être en possibilité d'être aimé. Ça nous ramène bien sûr à tout ce qu'on a pu développer au niveau théorique, mais aussi au niveau scientifique autour de la théorie de l'attachement. Et là, vous vous dites peut-être un peu comme moi, ah oui, la théorie de l'attachement, ça me dit quelque chose, mais je me rappelle plus trop quoi. Alors, attachez vos ceintures, on va faire une mise à jour rapide en 45 secondes. La théorie de l'attachement a été développée dans les années 50 et 60 par le psychologue John Bowlby. Elle met en lumière l'importance des relations entre l'enfant et sa figure d'attachement. Généralement les parents ou le parent qui s'occupe de l'enfant. Plus globalement, on parle de caregiver, le pourvoyeur de soins. Bon si c'est juste pour dire ça, qu'il y a un lien étroit entre le parent et son enfant, moi j'aurais pu le faire. La théorie parle effectivement du besoin d'attachement, mais aussi du style d'attachement, comme l'attachement sécure, lorsque les parents sont sensibles et attentifs aux besoins de l'enfant. Ouais là encore, je crois que j'aurais pu le deviner, merci. Mais il y a aussi les attachements anxieux évitants et anxieux ambivalents. Et ces styles d'attachement vont avoir un impact important sur le développement émotionnel et social de l'enfant. Certains, en grandissant, auront peut-être l'impression de tout savoir mieux que tout le monde. Ah bon, là je vois vraiment pas de qui vous voulez parler. Mais la théorie de l'attachement dit beaucoup d'autres choses encore. Il y a deux dimensions principales dans la théorie de l'attachement. La première, c'est qu'au début, elle est comportementale, c'est-à-dire qu'elle est basée vraiment sur la proximité physique avec les pourvoyeurs de soins. La deuxième, c'est qu'au fur et à mesure du développement, en fait, le nourrisson, le bébé, l'enfant développe une représentation de à quel point les pourvoyeurs de soins sont disponibles, à quel point ils ont les ressources pour satisfaire ses besoins, mais aussi à quel point lui est aimable, digne d'amour. Ce que la recherche suggère, en particulier chez des individus avec un diagnostic de trouble de la personnalité dépendante, c'est ce schéma de perception de l'autre comme ayant toutes les ressources positives nécessaires, mais soit comme étant dépourvu d'attributs menant à être aimé, apprécié, motivant finalement la relation. Bon, là vous avez entendu Martin Debanné parler de diagnostic de trouble de la personnalité dépendant. Du coup, une question simple, est-ce que seules les personnes avec ce type de diagnostic souffrent de dépendance affective ? Non, parce que là, on réduirait le continuum à une peau de chagrin. La souffrance par rapport à la dépendance, elle est elle-même sur un continuum de légère à importante à sévère. Donc, si la souffrance est sévère et si la dépendance affective est chronique dans différents contextes, amoureux, amical, professionnel, alors il est probable que l'on soit face à une personne répondant aux critères de diagnostic du trouble de la personnalité dépendante, le TPD. Alors non, cet épisode n'est pas consacré au TPD, mais on va s'intéresser à ce trouble parce qu'il est très éclairant. En fait, si l'on considère la dépendance affective comme un continuum, ce qu'elle est, alors le trouble de la personnalité dépendante est à l'extrême de ce continuum. D'ailleurs, si l'on examine les 7 critères diagnostiques du TPD, ça nous donne presque un portrait robot de la personne souffrant de dépendance affective. 1. Un besoin excessif de faire des choses pour autrui ou de recevoir des directives des autres. 2. Un besoin excessif de se soumettre aux autres avec une incapacité à exprimer des désaccords. 3.
un désir excessif d'être pris en charge, de soutien auprès des autres, même lorsque c'est inapproprié. Par exemple, si je demande à un ami de choisir pour moi un plat au resto ou une tenue à porter pour une soirée sans enjeu. 4. Une crainte de se retrouver seul. 5. Des schémas comportementaux soumis, dociles et accommodants, même lorsque c'est inapproprié. Par exemple, en renonçant à faire quelque chose que l'on aime juste pour rendre un service pas vraiment important, ou encore en acceptant une surcharge de travail, sachant que ça mettra sa vie privée en péril. 6. Une préoccupation excessive de perdre l'approbation des autres. Et 7. Une tendance à sous-estimer ses capacités personnelles. J'ai posé la question à Mia et elle répond à 6 critères sur 7. Donc, comme ça, au doigt mouillé, elle vit avec un trouble borderline et un TPD. Et vous, ça vous pique un peu? Vous avez l'impression de répondre un peu ou à beaucoup de certains de ces critères? Sachez que c'est normal, entre guillemets, c'est le fameux continuum. Et puis rappelons-nous que l'on est tous plus ou moins dépendants affectifs. D'ailleurs, dans mon expérience, on peut l'être plus à un certain moment de son existence. La vie, l'environnement peuvent nous rendre plus ou moins vulnérables à cette dépendance. Et puis, je ne suis pas certain d'avoir totalement envie de partager ce type de détails de ma vie amoureuse ici, mais j'ai l'impression que ça peut être aussi l'histoire d'une rencontre. On peut d'un seul coup développer une dépendance affective dans une histoire d'amour, alors qu'on n'avait jamais eu l'impression d'en développer avant. Dans chaque couple, et même au sein d'un seul couple, mais au cours du temps, il y a des configurations qui sont à la fois personnelles, mais aussi contextuelles, qui peuvent justement venir faire bouger ces plots pour qu'ils s'emboîtent d'une façon où la réciprocité n'est plus aussi claire, où une personne est plus en insécurité qu'une autre et fait appel aux ressources de l'autre à ce moment-là. Et ceci va être individuel et unique pour chaque couple, et aussi unique dans l'histoire d'un couple, si ça a lieu dans l'histoire d'un couple. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve cette explication vraiment intéressante. En fait, on retrouve la notion centrale de réciprocité. Dès le moment où cette réciprocité n'est pas ou plus là, il y a un risque de dépendance affective. Il peut y avoir des raisons simples de perte de réciprocité. Si l'un des deux tombe malade ou perd son job, il devient plus vulnérable, l'équilibre change. Et puis, il y a des raisons plus complexes qui sont plus de l'ordre des émotions et des sentiments. Si l'un des deux partenaires a l'impression que l'autre ne partage pas vraiment ses sentiments, il ressent ce déséquilibre. Et là, on peut faire une sorte de crescendo en 3 niveaux dans cette non-réciprocité. Le niveau 1, ça peut être objectivement le cas. On ne peut pas exclure le fait d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Niveau 2, parfois c'est de l'incompréhension. Il y a une réciprocité, mais elle n'est pas exprimée de manière compréhensible par l'un des deux partenaires. Et puis parfois, et c'est le niveau 3, on est vraiment dans la théorie de l'attachement, donc un attachement insécure de la personne qui souffre. Et à l'extrême de ce schéma, il y a le trouble de la personnalité dépendant. Bon je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'avoir une sorte de base théorique pour mieux comprendre la dépendance affective. Et voilà, là le mec est content de lui, de toute évidence, il a compris un truc et ça lui fait sa journée. Ok, c'est pas complètement faux, j'avoue que je trouve ces explications assez édifiantes. Réciprocité d'un côté, attachement plus ou moins sécure de l'autre, avec comme étalon de la dépendance affective le TPD. Je crois qu'on a la base. Et en discutant avec Mia, j'ai découvert que cette base, elle l'avait déjà acquise, notamment en psychothérapie. La thérapie, ça m'a énormément aidé à comprendre, en fait. Et je pense que la compréhension, ça fait une grosse partie du job. Mais il y a des blessures qui sont plus profondes que d'autres et je pense qu'il faut un peu de temps. Pour moi, la dépendance affective, c'est vraiment un schéma et il est tellement ancré depuis longtemps qu'il faut vraiment prendre le temps de se déconditionner, en fait. Pour moi, c'est comme ça que je vois le truc. Je me suis conditionnée à ça et maintenant que j'ai compris que j'ai été conditionnée à ça, il faut réussir à le déconditionner. Et là, Mia met le doigt sur un point très important. Pourquoi ? Parce que ça fait des années qu'elle fonctionne comme ça. Martin Debanné l'a dit, la dépendance affective est une modalité relationnelle. Et cette modalité, elle dépasse largement le cadre amoureux. C'est un truc qui m'handicape énormément dans la vie de tous les jours. Et au travail, je manque beaucoup de confiance en moi. Je suis tout le temps en train de chercher la validation. J'ai beaucoup de peine à me positionner. Maintenant, ça va mieux. Mais il y a une époque où vraiment, j'arrivais pas à décider d'un truc puis me persuader que c'était une bonne décision puis être en accord avec ma décision. Je devais toujours aller chercher les gens qui étaient d'accord avec moi pour être sûr que ce soit bien ce que je fais. Ce que je fais aussi, de manière générale dans la vie, c'est...
Je suis assez en accord avec moi-même, mais j'ai toujours quand même besoin qu'on valide ce que je fais, que ce soit au niveau de ma tenue, que ce soit au niveau de mon comportement. J'arrive pas à vivre en dehors du regard des gens. Donc, formulé autrement, aujourd'hui, Mia fonctionne de cette manière. Et c'est donc aussi aujourd'hui comme ça que les gens la perçoivent. Celle qui demande une validation, celle qui est toujours dispo pour faire des choses pour les autres, celle qui est plutôt d'accord, accommodante. Par exemple, d'être, je sais pas moi, la personne au travail à qui on peut tout demander et qui dira jamais non, qui tiendra coûte que coûte, c'est à quelque part extrêmement valorisant pour la personne. Il y a un enjeu important pour les personnes qui se présentent avec ce type de situation, c'est que oui, mais si je déconstruis, je vais être qui après ? Voilà pourquoi le terme de déconditionnement utilisé par Mia tout à l'heure est très pertinent. En thérapie, il faut analyser tout ça et permettre à la personne de prendre conscience que ce comportement a un coût exorbitant pour elle, que la souffrance est entretenue par ce mode de fonctionnement. Mais pour employer un terme un peu à la mode, la personne qui fait ce travail doit lâcher prise à un moment. Ça veut dire prendre un risque qui lui paraît insoutenable, celui de ne plus plaire ou de ne pas être d'accord. Ce déconditionnement ne se fait pas du jour au lendemain. En psychothérapie, les troubles de la personnalité comme le TPD se traitent généralement en 12 à 18 mois minimum. J'avais envie de demander à Mia à quel moment elle estime qu'elle a commencé à fonctionner avec ce schéma de dépendance affective. Les relations amicales, c'était super compliqué à l'école. J'avais un cercle d'amis très restreint et j'avais ce besoin en fait d'être reconnue par ce petit groupe que j'avais, à tel point qu'il y avait beaucoup de jalousie, donc beaucoup de conflits dans mes cercles d'amis. Je me sentais très rapidement abandonnée. Suffit que j'ai eu 2 potes qui allaient faire un truc ensemble puis qu'elles me disent pas, tout de suite je me sens laissée tomber et puis ça vient me faire souffrir. La première fois que j'ai commencé vraiment à avoir des conflits dans mes relations amicales, c'était quand j'avais une dizaine d'années. Puis finalement, ça correspond assez bien à partir du moment où mon père est parti. Il y a un peu tout qui s'est imbriqué. Mia fait à nouveau le lien entre le départ de son père et sa dépendance affective. En fait, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que ça ne colle pas vraiment, si j'ose dire, avec la base théorique que nous a donnée Martin Desbanets. Notamment parce que la théorie de l'attachement est beaucoup plus liée au parentage, au pourvoyeur de soins durant les premières années de vie. Alors que, rappelez-vous, Mia avait une dizaine d'années au moment du départ de son père. J'ai demandé à Martin Desbanets si la recherche scientifique avait identifié des profils types de parentage pour la dépendance affective, et en particulier sa forme la plus absolue, le trouble de la personnalité dépendante. Les caractéristiques de parentage qui sont le plus associées au trouble de la personnalité dépendante, c'est la surprotection et le parentage autoritaire. Alors, si on commence par la surprotection, c'est pas surprenant que ça soit associé à la dépendance. Pourquoi ? Parce que le parent qui surprotège communique quelque chose à son enfant par la surprotection. Qu'est-ce qu'il communique ? Il communique « t'es pas capable de te protéger tout seul. Je te fais pas confiance ou je fais pas confiance au monde pour que tu sois en sécurité. » Les parents aussi, eux, ont une histoire, ont des peurs, et plus ces peurs-là sont généralisées, sont décontextualisées, plus l'enfant, il n'arrive pas à utiliser le contexte pour comprendre, en fait, le comportement de son parent. Donc, du coup, il se dit, c'est moi. C'est bien moi le problème. C'est assez fascinant cet effet délétère de la surprotection. On me surprotège, ce qui sous-entend que le monde est dangereux et surtout que je ne suis pas capable de me protéger tout seul. Je vais dépendre d'un ou d'une autre. Ça m'a tellement intrigué cette histoire que je me suis permis de faire après notre entretien un audio à Mia en lui demandant si à son avis ses parents l'avaient d'une manière ou d'une autre surprotégée dans sa petite enfance. C'est pas un souvenir direct que j'ai. C'est un souvenir du coup qui découle de ma mère puisqu'elle me l'a raconté et de mon père aussi. Quand je suis née, en fait, quand j'étais bébé, ma mère m'a vraiment protégée un peu comme une louve parce que en fait, elle a vécu des agressions sexuelles de la part de son père quand elle était plus jeune et de la part d'autres hommes également. Donc en fait, elle m'a énormément protégée de la jante masculine. Et ça a commencé par mon grand-père à l'hôpital quand je suis née où elle a complètement refusé que mon grand-père rentre, donc la personne qui a touché ma maman. Ensuite, mon père m'a raconté qu'il pouvait pas me changer les couches. Il y avait plein de choses de l'ordre de la toilette intime qu'il pouvait pas faire. Par rapport à ça, elle a vraiment été très protectrice. Et ensuite, quand j'étais enfant, adolescente,
Elle répondait toujours présente dès que j'avais des problèmes. Elle était toujours derrière moi à essayer de faire en sorte que ça aille mieux, en fait, plutôt que de me laisser me casser la gueule, clairement. Ouais, je dirais que ce côté-là était vachement mère-poule, en fait, pour moi. Donc voilà pourquoi je pense qu'elle a été surprotectrice avec moi. Bon, ce serait évidemment un peu facile de dire, voilà, on a trouvé l'explication unique et qui est la cause de tous les problèmes de la dépendance affective de Mia. Les nœuds dans le parcours d'une personne, ces nœuds qui la font fonctionner d'une certaine manière, sont multiples. Et si Mia dit que le départ de son père a provoqué ce qu'elle appelle une blessure de l'abandon, ce serait bête de ne pas l'écouter et de ne pas la croire. Mais l'explication de la surprotection maternelle amène, disons, d'autres éléments, d'autres nœuds à démêler dans le travail thérapeutique. Et puis, soit dit en passant, ça montre comme des agressions sexuelles peuvent impacter par ricochet plusieurs générations. Avant d'en venir au PSP, les petits super-pouvoirs, il y a encore une phrase de Martin Desbanets que je voulais vous faire entendre, parce que je la trouve assez puissante. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, la dépendance affective, c'est pas trop aimer quelqu'un. C'est souvent considérer qu'on est insuffisamment aimable soi-même et que l'autre a la clé. La raison pour laquelle on l'aime trop, c'est qu'il a la clé à notre problème. Et ça, c'est pas tout à fait la même chose que aimer quelqu'un. Oh Jennifer, avec toi j'ai enfin l'impression d'exister. Oh Steven, je t'aime plus que jamais, tu ne pourras m'aimer. Ton amour m'a sauvé de moi-même. Merci Maria. Pour Martin Desbanets, les personnes qui ont ce profil dépendant affectif ont souvent conséquemment des petits super-pouvoirs. Ce sont des personnes en général extrêmement généreuses, extrêmement disponibles, qui décuplent de motivation pour venir en aide aux gens et qui, du coup, vont pouvoir exploiter toute leur force cognitive dans ces situations-là. Donc, ce sont des individus avec énormément de ressources. Je pense que mon plus grand pouvoir, c'est vraiment l'empathie et la bienveillance vis-à-vis des autres. Puis on est tellement sensible face au monde qu'on comprend les choses différemment, en fait. C'est le moment de vous restituer quelques-uns de nos échanges, toujours nombreux et très intéressants sur dingue@rts.ch et au 076 517 0039, le plus 41 76 517 0039 sur WhatsApp, en texte ou en audio. Il y a 15 jours, nous parlions du harcèlement scolaire avec le témoignage de Lucie, un épisode qui a touché Priscilla, qui nous a envoyé un message. Et comme j'ai avec moi ma collègue Pauline Volix, qui produit Dingue depuis cette année, je vais lui demander si elle est d'accord. T'es d'accord, Pauline ? Avec plaisir. De lire le message de Priscilla. Elle nous dit ceci. Merci, je me suis reconnue en tout point dans le témoignage de Lucie. Hypersensibilité, élément déclencheur à la con, grosse honte et effet négatif à long terme, peur des autres, peur de revivre les mêmes situations, toujours sur le qui-vive. Pour moi, les enseignants n'ont fait aucun effort. Il y en a un qui m'a même dit « T'es une grande fille, tu peux te débrouiller toute seule ». J'ai tenu bon, mais 5 ans plus tard, j'ai fait une dépression dont je sors gentiment. Et par rapport à ce lien entre trouble mental et harcèlement, j'ai appris cette année que j'ai un TSA. Pour moi, ça explique mon harcèlement. Merci beaucoup Priscilla pour ce message. Il y a aussi celui de Bénédicte qui nous dit ceci, et là j'ai résumé un peu. Enseignante au secondaire 1 pour les 12-15 ans depuis 9 ans, je suis une de ces personnes qui a mal vécu son adolescence, notamment à cause d'intimidations subies à l'école et qui s'est pourtant dirigée naturellement vers l'enseignement. Je trouve écrasante cette responsabilité que l'on met sur les épaules de l'école. À mon tour, je culpabilise de n'avoir pas vu qu'une de mes élèves sombrait dans l'anorexie ou je me sens impuissante face à ce garçon TSA qui souffre des moqueries de ses camarades. Tous mes collègues essaient, comme moi, de faire au mieux. Mais cela ne suffit pas et il me semble que cela ne suffira jamais. Ah, et j'oubliais presque, je dois aussi enseigner. Et si l'école n'existait pas, qu'en serait-il du harcèlement entre les ados ? N'est-il pas mieux que cette période difficile qu'est l'adolescence soit cadrée tant bien que mal par l'école ? Merci infiniment Bénédicte, je trouve très enrichissant ce retour du terrain de l'école et c'est vrai qu'à l'échelle des enseignants et des enseignantes, et même parmi les plus motivés, fort heureusement ils et elles sont nombreuses et nombreux, c'est pas facile, surtout lorsque la structure qui les entoure n'est pas adaptée ou disons n'est pas optimisée pour traiter les problèmes de harcèlement scolaire. Sinon, vous êtes nombreux et nombreux à écouter d'autres épisodes que le dernier, et les podcasts sont aussi faits pour ça, et je ne résiste pas à l'envie de vous faire part d'un retour très émouvant que l'on a reçu il y a quelques jours.
Je tenais à vous dire ma gratitude pour votre excellente émission dont je pense avoir écouté tous les épisodes. Parent d'une enfant HPI de 11 ans, je lui ai fait écouter l'émission sur ce sujet. Très intéressée par la psychologie, elle a voulu entendre d'autres épisodes. En écoutant celui sur l'autisme, elle me dit après 3 minutes « Je ne suis pas autiste, mais dans ma tête, ça se passe aussi comme ça ». S'ensuit 2 heures de discussion où elle me fait accéder à un monde intérieur que je ne soupçonnais pas. 6 mois et un bilan plus tard, l'autisme est confirmé et notre fille va pouvoir recevoir l'aide et la compréhension dont elle a besoin. Clairement, votre émission a permis de changer la donne pour elle. Un grand merci et bravo et longue vie à ce podcast qui, certainement, éclaire de nombreuses personnes. Merci à vous pour ce retour incroyable et on souhaite à votre fille qu'elle puisse déployer tous ses petits super pouvoirs. Dans le prochain épisode, nous parlerons des erreurs de diagnostic avec le témoignage de Christina. Ce sera dans 3 semaines parce qu'il n'y a pas qui passe par là. Et d'ici là, ayez une vie dingue.